C'est Elisabeth. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va avoir pour thème les passeurs d'âme. Alors, c'est un sujet qui est très souvent abordé un petit peu partout sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube, sur Internet en général, on va dire. Je tenais juste à faire une parenthèse au début. C'est vrai que je vais faire cette vidéo en me basant principalement sur mon expérience de vie. Cela, bien sûr, n'est pas la vérité, mais ma vérité, ma façon à moi de voir les choses, de les concevoir et surtout de les vivre. Cela n'engage que moi. Je ne suis pas en train d'essayer d'imposer ma vision à qui que ce soit. C'est vraiment essayer de vous livrer ma façon à moi de faire les choses, comment ça se passe dans ma vie de tous les jours, comment moi je vis les choses. Après, bien entendu, chacun est libre d'ajouter sa pierre à l'édifice, comme on dit, et puis d'avoir une vision parfois complètement différente de la mienne, hein. Ça ne veut pas dire qu'il est dans l'erreur, ça veut juste dire qu'il vit les choses différemment. Pour commencer, j'ai envie d'abord de vous parler de la famille d'âmes, parce que les passeurs d'âmes appartiennent à une famille d'âmes. Et cette famille d'âmes, elle est composée de deux sous-familles. La première sous-famille, ça va être les accompagnants. Et c'est souvent là qu'on voit qu'il y a quelques erreurs, quelques petites confusions sur dans les débats en général. Donc la première sous-famille, ce sont les accompagnants. Et les accompagnants, ce sont des personnes lambda, hein, qui n'ont pas forcément de capacité psychique, mais qui vont exercer d'une certaine manière un rôle très important dans la vie des autres. Exemple, l'instituteur, le maître d'école, a un rôle d'accompagnant dans le savoir, dans la maturité d'un élève, par exemple, et il va l'aider à s'enrichir sur le plan intellectuel, mais aussi à grandir d'une certaine manière pour pouvoir évoluer ensuite dans sa scolarité. Ça, c'est typiquement le rôle de l'accompagnant. Il appartient à la même famille que les passeurs d'âme. Son âme fait partie des passeurs, mais c'est un accompagnant. Ça ne veut pas dire qu'il est passeur d'âme. Il est accompagnant, j'insiste. Dans cette même sous-famille, vous allez retrouver en général les cadres de santé, c'est-à-dire les aides-soignants, les infirmiers, les auxiliaires de vie, les médecins, les chirurgiens, les psychologues, les coachs de vie. Toutes ces personnes-là qui vont intervenir dans la vie des gens à des moments où ils sont en pleine transition, où ils ont besoin d'aide, il y a quelque chose qui change et ils ont besoin d'être accompagnés. Ces personnes-là qui exercent ces professions-là vont aussi exercer un rôle d'accompagnement dans la vie des personnes qu'ils vont croiser. Vous avez aussi des professions qui sont un petit peu différentes, où on ne penserait jamais qu'ils ont des rôles de passeurs, comme les notaires, par exemple, les avocats également, les prêtres, oui, que vous pouvez croiser dans votre vie quand vous changez de statut, un mariage, un décès, un baptême. Toutes ces périodes de transition-là sont en général pratiquées par des accompagnants. D'accord? Il faut bien comprendre que cette famille-là, ce sont les accompagnants. Ils n'ont pas de capacité psychique particulière, ils n'ont pas besoin en tout cas d'en avoir. Tout ce qu'ils ont en général, c'est l'empathie, le souhait et le désir d'aider les autres et de les aider à progresser. Voilà, ça c'est la première sous-famille. La deuxième sous-famille, eh bien, c'est la famille des passeurs d'âme. Alors là, il faut comprendre un petit peu pourquoi, comment, etc. Donc là, on va vraiment voir point par point sur toute la vidéo. Mais je vais juste commencer par vous donner un petit peu l'image, c'est-à-dire pourquoi, hein. On va commencer par la base. En général, quand une personne vient à mourir, quand elle vient à décéder, son âme quitte son enveloppe corporelle. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites là-dedans. Je ne sais plus, on perd 140 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Il paraît que c'est le poids de l'âme. Et donc, cette âme, elle va quitter l'enveloppe corporelle et elle doit passer dans la lumière. L'image de passer dans la lumière, c'est une illustration, on verra ça après. Elle passe dans le monde des défunts, elle passe dans l'au-delà. Après, ça dépend de l'interprétation et des croyances, bien entendu, de chacun. Elle passe de l'autre côté, on va dire, tout simplement parce qu'elle ne peut plus rester sur Terre. Ce n'est plus son rôle, elle ne doit plus rester là. Elle doit partir. Ce n'est plus sa place, tout simplement. Donc ça, c'est parfois facile à comprendre, parfois très compliqué. Il y a un passage à faire dans l'autre monde, et ce passage, c'est en quelque sorte la première étape. La première étape d'un cheminement astral et vibratoire. C'est un petit peu
un petit peu compliqué ce que je peux raconter, mais il faut vraiment que cette âme quitte la terre et passe ce qu'on appelle de l'autre côté. Une fois qu'elle est de l'autre côté, elle va pouvoir être enveloppée d'amour inconditionnel, d'apaisement de sa vie terrestre, etc. Et elle va pouvoir progresser ensuite de l'autre côté. Parfois, il arrive qu'une âme ne passe pas directement dans le monde des défunts. Il y a effectivement plusieurs raisons à ça. Hein. On verra à travers la vidéo qu'il y a effectivement plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Et c'est justement ces âmes-là qui sont coincées entre les différentes strates, on va dire, énergétiques et astrales. Elles sont bloquées et ce sont ces âmes-là que le passeur est chargé d'aider, de secourir, d'écouter surtout, de rassurer et d'aider au final à passer dans la lumière. Bien sûr, il serait un petit peu simpliste de se dire qu'un passeur, bah, il lui suffit d'appuyer sur le bouton on et puis whoop, tout le monde passe dans la lumière, c'est super. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Encore une fois, hein, il y a des personnes qui disent oh, bah, c'est facile, tu peux passer des défunts comme ça quand tu dors, quand tu. Enfin, pas vraiment. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a deux types de passages. Moi, je compartimente toujours les choses et j'illustre toujours très simplement les choses. Alors, pour simplifier, je dirais qu'il y a deux passages. Le premier passage, ça va être une âme qui est fort contente de vous rencontrer parce qu'elle attendait qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne l'aider pour qu'elle puisse passer dans la lumière, hein, ou dans l'au-delà, ou voilà. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un passage où le défunt, l'âme en tout cas, est d'accord. Elle est d'accord de passer. Donc là, ça vous demande aussi beaucoup d'énergie, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que je dis passage simple. Et ensuite, bah, il y a des passages qui sont beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire que vous allez avoir affaire à des âmes qui n'ont pas du tout, du tout, du tout envie de passer dans la lumière. Alors là, ça va pas être facile parce il va falloir instaurer un dialogue avec l'entité, comme toujours. Il va falloir comprendre ce qui la raccroche, ce qui la bloque, et ensuite il va falloir faire preuve de suffisamment d'arguments pour réussir à la convaincre de lâcher prise et de partir. D'accord? Donc, c'est très compliqué, selon bien sûr euh, bah, l'âme à qui vous avez affaire. En fait, c'est une négociation, hein, c'est une renégociation que vous avez avec cette âme. Selon où elle se trouve, ça peut être encore plus compliqué, parce qu'il ben, y a des âmes des fois qui sont très très basses, hein, qui sont mises même dans le bas astral ou ce genre de choses, donc il faut aller les chercher. Il faut pouvoir le faire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de passeurs qui ne vont pas aussi bas, qui refusent en tout cas d'y aller. Et puis ensuite, il va falloir vraiment réussir à faire à créer un lien, à créer un échange, argumenter, contre-argumenter, échanger, contrecarrer les arguments de l'autre. Il n'est pas rare à ce moment-là qu'on se fasse chahuter par d'autres entités autour négatives. C'est une espèce de joute psychique qui se joue, donc il faut vraiment bien bien être protégé. Et puis c'est vraiment très 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 intense, c'est très énergivore. Il faut vraiment profiter des moments d'accalmie pour se reposer et pour récupérer des énergies, pour pouvoir retourner après. Dites-vous que ce travail va durer parfois plusieurs jours, donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment très intense. Vraiment très difficile, très intense, qui peut durer plusieurs jours. Donc voilà, quand vous avez des passages à faire comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Ça demande beaucoup plus d'expérience, bien sûr, de maturité, de préparation, de protection. C'est pas si facile que ça. Je disais tout à l'heure, quand une personne vient à décéder, il arrive qu'elle parte très très vite dans la lumière, et alors là c'est extraordinaire, c'est génial. Et puis il peut y avoir ben, le cas inverse, c'est-à-dire que l'âme peut rester coincée, on ne sait pas trop pourquoi, et en général il y a plusieurs raisons. D'accord? La première raison, c'est une mort violente, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident, un meurtre, un suicide, une maladie,
qui fait que finalement la personne est décédée et son âme, elle est un petit peu perdue, elle ne sait pas trop où elle ne comprend pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, on dit que l'âme est bloquée dans différentes strates, entre les strates énergétiques, et de ce fait, elle ne peut pas progresser, elle ne peut pas reculer, elle ne peut pas avancer, elle est perdue. Deuxième raison, c'est l'attachement. Donc ça peut être un attachement à un lieu, ou alors ça peut être un attachement à un objet. L'attachement à un lieu, c'est les fameux châteaux hantés, comme on entend souvent parler de ça, ou les maisons hantées aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que le défunt a une sensation d'attachement par rapport à ce lieu. C'est un endroit où il a vécu des moments qui étaient beaux, qui étaient bons. Il a été heureux à cet endroit-là. Et quand il va décéder, il est toujours accroché là, quoi. Il voudrait continuer à rester là. Ça, c'est très souvent en fait qu'on rencontre ce genre de phénomène. Et l'attachement à un objet, eh bien, ça c'est pareil. On fait souvent un espèce de bilan quand on est confronté à des phénomènes de hantise. On demande souvent si les gens ont acheté des objets d'occasion, des bijoux d'occasion, dans les vides-greniers, les brocantes, etc. Parce que c'est pas rare que l'énergie reste bloquée, reste attachée en tout cas à un objet. Ça peut être un bijou, ça peut être un meuble, ça peut être plein de choses. Ensuite, la troisième raison, ça peut être il n'a pas envie. Voilà, il n'a pas envie de partir. Le défunt, son âme en tout cas, est bloquée parce que lui-même est bloqué aussi sur une situation, s'il y a eu des colères, s'il y a eu des malentendus. Il y a cette sensation-là de blocage où lui, il ne peut pas lâcher, quoi. Donc il va continuer à rester là. Et puis enfin, la dernière raison qui peut raccrocher une âme comme ça, c'est tout simplement les vivants. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les vivants ont tendance très longtemps, ils mettent très longtemps, on met très longtemps à faire le deuil d'une personne qui est partie et on la rattache près de nous parce qu'on est très malheureux de l'avoir perdue. Et le fait qu'on soit très malheureux de l'avoir perdue, on continue à la raccrocher vers nous en pensant au moment où elle est partie. On est dans la colère, dans l'interrogation, dans la souffrance. On souffre de l'absence de nos défunts. Et ça va les retenir vers nous et ça va les empêcher d'évoluer. Donc je sais que c'est souvent très compliqué de faire comprendre ça aux gens et de leur dire, je le dis très souvent dans les contacts médiumniques, je leur dis souvent, mais envoyez-leur de l'amour, c'est-à-dire envoyez-leur des pensées positives. Arrêtez Arrêtez de penser au moment où il est parti, à la souffrance qu'a représenté son départ, mais pensez plutôt au moment positif que vous avez eu avec le défunt, avec nos chers disparus, comme on dit. Parce que plus vous allez les pleurer, et moins ils vont avoir du mal à vous lâcher, quoi. Donc souvent, il faut vraiment accepter le départ du défunt et lui dire même, vous pouvez le dire, j'accepte que tu sois parti, voilà, envoyer des pensées comme ça pour donner une impulsion. Donc voilà en tout cas les principales raisons qui font que une âme peut rester coincée. Bien entendu, on va me dire, bah oui, mais comment on fait pour être passeur d'âme? Comment on sait qu'on est passeur d'âme? Comment, etc. D'abord, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est un passeur d'âme. Le passeur d'âme, pour moi en tout cas, c'est quelqu'un qui maîtrise les bons outils de la médiumnité. D'accord? Donc plus vous allez avoir d'outils dans votre caisse à outils, et plus ce sera facile, entre guillemets. D'accord? Donc pour être passeur d'âme, il faut déjà maîtriser les bons outils, c'est-à-dire il faut pouvoir voir, entendre, sentir et ressentir les entités. Il faut être capable de pouvoir créer un échange avec cette entité. Il va falloir argumenter parfois, contre-argumenter. C'est un réel échange, hein. Vous comprendrez un petit peu plus loin, mais voilà. Il faut être aussi capable de pouvoir voir ce qu'elle va vous montrer. Elle va vous montrer des images, des regrets, des moments d'indécision, des moments de peur, des moments, etc. Donc ça, il faut pouvoir aussi les voir. Si on ne peut pas les voir, c'est compliqué. Il faut bien entendu maîtriser parfaitement son ancrage. On en parle aussi souvent, mais ça c'est très très important si vous n'êtes pas bien ancré dans la réalité, si vous n'êtes pas bien ancré sur la Terre, à la Terre, ça va être très très compliqué de pouvoir effectuer un passage. Ensuite, il faut vraiment
être une personne saine de corps et d'esprit. C'est-à-dire que il faut mieux éviter tout ce qui est drogue et tout ça, hein, parce que sinon vous allez vous envoler complètement. Et puis il faut être en pleine capacité de ses moyens, en pleine conscience. Ça aussi, il y en a qui disent le contraire. Moi, je dis qu'il faut être en pleine conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire, de ce qu'on donne, parce que vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie. C'est ça qui est euh, très important à comprendre, c'est que vous allez avoir besoin de donner énormément d'énergie pour effectuer un passage. Vous allez avoir besoin de beaucoup de temps, parce que parfois ça peut durer très longtemps, contrairement à ce qu'on peut croire. Et bien sûr, il faut avoir l'empathie d'entendre, d'écouter, de rassurer, d'aider, de convaincre aussi toutes ces entités de passer, de s'en aller et de lâcher ce qu'elles ont, la raison pour laquelle elles sont encore sur Terre. Je parlais d'énergie tout à l'heure, donc si vous dites je suis passeur, je suis truc, je suis machin, il faut bien se rendre compte que c'est important quand on est passeur d'avoir un taux vibratoire excellent, très très haut, beaucoup 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 d'énergie. Moi je dis souvent que le travail du passeur c'est ce qui est plus compliqué à mon sens dans absolument tout. C'est-à-dire que tout confondu, moi personnellement je trouve que le passage c'est quelque chose de vraiment très énergivore, ça vous prend beaucoup beaucoup d'énergie. Et c'est la chose la plus difficile qui est à faire, à mon sens. Donc si je parle de magnétisme, de soins à distance, de guidance, de voyance, de médiumnité, de tout ce que vous voulez, moi je pense que le plus difficile, ce qui demande le plus d'énergie, le plus de connaissances, le plus de tout, c'est le passage. C'est passer les âmes. Il vous faut connaître parfaitement les méthodes de protection, les méthodes de protection physique et psychique, parce que vous verrez que parfois c'est une vraie bataille. Il faut être en lien direct et permanent avec son guide, parce que en fait, le passage, c'est un travail d'équipe. Vous ne le faites pas seul, vous travaillez toujours en binôme avec votre guide. Donc si vous ne travaillez pas avec votre guide, si vous ne savez pas échanger avec votre guide, si vous ne connaissez pas les méthodes pour échanger avec lui, ce n'est pas possible. C'est pas envisageable. Après, vous pouvez le faire si vous avez envie, vous pouvez vous convaincre que vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis en tout cas que si vous ne possédez pas tout ça, ça va pas être possible à mon sens. Il faudra toujours déterminer correctement les choses. C'est-à-dire que c'est pas rare que je reçoive des demandes de personnes qui me disent bah voilà, je pense que ma grand-mère est restée bloquée, je pense que mon mari est resté bloqué, je pense que, ou on m'a dit que, on m'a dit que, on m'a dit que. Dans un premier temps, moi j'écoute personne, j'écoute pas ce qu'on me dit. Je vais prendre contact directement avec cette entité, si c'est possible, parce que parfois ce n'est pas possible de prendre contact avec elle, mais en tout cas je vais essayer. Je vais me connecter à mon guide, et puis lui et moi, on va faire un travail d'enquête pour voir si cette personne est réellement bloquée, et surtout pourquoi. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de réussir à savoir pourquoi il est coincé, qu'est-ce qui fait qu'il est coincé, pourquoi il serait coincé, et si il est vraiment bloqué dans cette strate un peu bizarre, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire passer. Ça, c'est la première chose. Et une fois qu'on a les questions, on a les réponses à nos questions, c'est là qu'on va pouvoir commencer à vraiment travailler. Si vous n'avez pas de réponse à toutes ces questions, je ne vois pas bien comment vous pouvez passer une âme. Parce qu'il y a des âmes qui doivent passer, mais il y en a d'autres qui ne doivent pas passer. Bah oui. Donc dire, moi je passe des âmes comme ça, je claque des doigts, je fais des rêves la nuit à 3 heures du matin, et puis j'envoie tout le monde dans des bus. Parce qu'on me l'a dit ça il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais lui donner son permis astral. Parce que la nuit, il conduisait des bus avec des entités et il les faisait passer par centaines dans l'au-delà. Donc, il devait quand même être très fatigué de ces nuits, ce monsieur. Mais voilà, donc ça se passe pas comme ça, non, 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 absolument pas. Il faut d'abord prendre contact, savoir pourquoi, comment, dans quel but, voilà. Et une fois qu'on connaît bien la situation, qu'on commence un petit peu à avoir les réponses aux questions, bah là, je dis aux personnes, alors oui, effectivement, cette personne-là est bloquée, ou non, elle n'est pas du tout bloquée, elle est dans son évolution et tout va bien. Ça arrive aussi.
Alors, le fameux, tunnel, la lumière, etc. Ça, c'est une illustration, il faut le comprendre. C'est vrai que beaucoup disent ça, ah ben moi j'ai passé une âme, j'ai vu de la lumière, etc. La lumière blanche, en fait, c'est rapporté souvent par les défunts. C'est-à-dire, mais ça a une explication scientifique. Je suis médium, mais j'arrive quand même à écouter les choses sensées qui sont dites et rapportées, euh, notamment les personnes qui sont victimes d'expériences de mort imminente ont justement cette vision d'un tunnel et d'une lumière blanche, etc. Et il me semble, en tout cas, que ça a été expliqué d'un point de vue scientifique. D'accord? Donc, c'est vrai que les défunts, souvent, nous parlent d'une lumière blanche quand ils viennent à décéder. Euh, je dirais que c'est les dernières secondes de conscience. Ils gardent justement cette vision-là de la lumière blanche. Le tunnel lumineux, le canal de lumière. On voit ça beaucoup, hein. Mais en fait, quand vous êtes réellement passeur d'âme, quand vous vivez réellement les choses, vous vous apercevez que c'est une illustration. Chacun va avoir son illustration. C'est-à-dire que selon les croyances de chacun, selon l'éducation, selon les personnes à travers le monde ne reçoivent pas du tout la même éducation. Et je suis certaine que si je parle à un passeur d'âme qui vit à l'autre bout du monde, il aura peut-être une expérience qui sera complètement différente de la mienne. Et je me suis rendu compte, en travaillant, en effectuant des passages, que l'histoire de la lumière blanche, souvent c'est une illustration. C'est quelque chose qui nous permet de visualiser et de nous projeter. Et du coup, c'est une image qui nous aide. D'accord? C'est-à-dire que quand on est passeur, vous pouvez très bien utiliser, je ne sais pas moi, la vision d'un tube lumineux, mais vous pouvez aussi imaginer un vortex, vous pouvez imaginer, je ne sais pas moi, la mer, vous pouvez utiliser un champ de coquelicot, pourquoi pas. Vous pouvez vous aider de n'importe quelle image, parce que c'est une projection qui va vous aider à réaliser le passage. Alors le canal de lumière, et ça c'est resté, c'est dans le film Ghost, c'est très très bien illustré, et je pense que beaucoup fondent bien sûr leur connaissance sur le cinéma, encore une fois. Donc il y a des choses comme ça qui restent ancrées en nous parce qu'on l'a vu un jour à la télé, quoi. Mais en fait, quand on arrive à progresser et quand on arrive réellement à travailler là-dessus, on s'aperçoit que le tunnel lumineux, pourquoi pas l'utiliser, oui, hein, mais après vous pouvez utiliser n'importe quelle image. Une fois qu'il est dans la lumière, et ben une fois qu'il est dans la lumière, c'est une espèce de moment très intense, en tout cas pour le défunt, pendant lequel il va être, euh, il va être élevé déjà sur le plan vibratoire, il va être au bon niveau de vibration, là où il doit être, et puis il va être en quelque sorte nettoyé de toutes les blessures, les meurtrissures de la vie. Donc cette phase-là peut durer, c'est une phase de nettoyage, on va dire, hein, en gros, qui va durer un certain temps, selon bien sûr les entités, selon la vie, selon les expériences de vie qu'il a eues. Mais en tout cas, c'est un moment pendant lequel il va être soulagé de toute la négativité terrestre qu'il a pu emmagasiner sur lui. Donc c'est une étape très importante, c'est une étape très intense et c'est une étape de libération pour lui. Une fois qu'il aura passé cette étape-là de nettoyage, que moi j'interprète comme ça en tout cas, il va vraiment être dans la paix. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment donné, il devait solder absolument toute sa vie terrestre, et après ça, il sera complètement libéré de tout ça, quoi. Il aura passé le cap. C'est souvent le cas quand on fait des contacts médiumniques, encore une fois, où on a des personnes, par exemple, qui sont parties, qui ont eu, par exemple, une maladie. Ils sont partis, et puis souvent, la famille demande, bah, demandez-lui s'il va bien. Et à chaque fois, enfin, les trois quarts du temps, le défunt me regarde tout le temps en rigolant, me dit mais pourquoi j'irais pas bien? Je suis vachement bien, c'est super, c'est génial. Je vais bien, j'ai plus mal, plus de négatif, c'est génial. Bah oui, parce qu'il est passé par cette étape-là, justement, où il a soldé, il a laissé, là, il s'est nettoyé de toute négativité, et aujourd'hui, il est bien, il est libéré. Voilà. Invité à poser toutes vos questions. Donc, bien entendu, je ne vais pas revenir sur
des propos que j'ai déjà eus dans la vidéo, parce que sinon ma vidéo va durer 4 heures. Mais je suis sûre que vous trouverez déjà pas mal de réponses dans tout ce qui a été dit auparavant. Je vais juste prendre les questions dans l'ordre. La première qui m'avait été posée, c'est est-ce que tout le monde peut être passeur d'âme? Alors, tout le monde peut être accompagnant, comme je l'ai dit, mais tout le monde ne sera pas passeur d'âme. Pour être passeur d'âme, il faut être médium. Le passeur d'âme est médium, mais tous les médiums ne sont pas passeurs d'âme. Tu vois le truc? Tout simplement parce qu'il y a des médiums qui ne sont pas, voilà, c'est pas dans leur chemin de vie de faire ça, c'est pas dans leur objectif. Chacun fait selon, bien sûr, voilà, ses envies, son chemin, etc. Donc chacun est différent, hein, comme on dit. Mais en tout cas, pour être passeur, il faut être médium. Il faut avoir les bons outils du médium, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Il faut quand même avoir un sacré niveau au niveau énergétique et vibratoire. Il faut être au plus haut, au maximum qu'on puisse être. Il faut bien sûr maîtriser parfaitement l'ancrage, les protections, et surtout, il faut être en binôme avec son guide. Si vous n'êtes pas en binôme avec votre guide, vous n'y arriverez jamais. Parce que dans un travail de passage comme ça, je dirais que 60% du travail, c'est fait avec votre guide. Donc, si vous n'arrivez pas à identifier votre guide, si vous n'arrivez pas à travailler avec lui, si vous n'arrivez pas à échanger avec lui, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et si vous n'arrivez pas à être passeur, vous inquiétez pas, il y a mieux dans la vie, hein. Parce que passeur d'âme, on le subit surtout. C'est pas forcément super facile à faire. Donc, je veux dire, si vous n'êtes pas passeur d'âme, rassurez-vous, je suis sûre que vous êtes doué pour plein d'autres choses. Et vous êtes normal. Si vous n'avez aucune capacité, c'est encore mieux parce que vous êtes normal. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, non, tout le monde ne peut pas être passeur. Ensuite, est-ce aussi dangereux que de communiquer avec des âmes? Ben, comme je te l'ai dit, de toute façon, il va falloir communiquer avec eux. Donc, ce qui est dangereux, c'est surtout tes protections. D'accord? Et ton ancrage et ton guide. Je vais recommencer. Mais ça peut être très dangereux, oui. Quand tu descends, alors quand tu descends, c'est encore une illustration à moi, ça, mais quand tu descends chercher des âmes qui sont bloquées, comme cette semaine, j'ai fait un passage où la personne était bloquée depuis plusieurs années dans de l'astral, mais vraiment très très bas. Le danger est bien réel, c'est quelque chose de très éprouvant, très difficile. On se fait chahuter, on se fait attaquer, on se fait... voilà. Donc c'est très dangereux, effectivement, il ne faut pas jouer avec ça, comme toujours, on ne joue pas avec les esprits. Il y a mieux dans la vie, je sais pas, le bridge. Le bridge, c'est bien. Le poker, je sais pas, chacun son truc. Jouez pas avec ça. Les passeurs d'âmes arrivent-ils tout le temps à aider les âmes à passer de l'autre côté? On peut toujours échouer. Quelqu'un qui dirait ah si, on y arrive toujours, j'y crois pas une seconde. On peut toujours se planter. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand je disais tout au début que le passeur d'âme, c'était quelqu'un d'extrêmement mature, qui était sain de corps et d'esprit, qui était bien ancré à la réalité, être ancré à la réalité, c'est aussi faire preuve de rationalité et d'intelligence et de maturité. Et quand vous êtes face à une âme où vous savez pertinemment que ça va être compliqué, si votre guide vous dit non, tu ne peux pas, ça veut dire que non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas assez d'énergie, parce que c'est pas votre rôle, ça peut arriver, parce que vous avez besoin d'aide. Souvent, ça m'est arrivé hein, d'appeler, je connais 2 ou 3 personnes comme moi, on n'est pas beaucoup, mais je connais 2 ou 3 personnes sérieuses qui font le même métier que moi, et notamment une personne qui m'est arrivé d'appeler une fois pour lui dire écoute, j'ai besoin de faire un passage, mais est-ce que tu peux m'aider parce que je pourrais pas le faire toute seule. C'est trop important, j'ai beaucoup d'énergie, mais j'en ai pas suffisamment en tout cas pour cette personne-là, donc aide-moi. Et à 2, on l'a fait, et à 2, ça s'est très bien passé. Mais on peut échouer, et l'échec, enfin, je veux dire, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, donc à partir de là, on peut toujours se planter dans la vie, on se plante toujours, hein. Qui ne s'est jamais trompé? Présentez-le-moi. On peut toujours échouer. Et j'échouerai encore, et personne n'est infaillible, surtout dans notre domaine. Ça serait drôlement prétentieux. Et ça serait mon ego qui parlerait en disant mais non, j'ai jamais échoué. Non, bien sûr que si, j'ai échoué. Et j'échouerai encore. Ensuite, on m'a dit que j'étais passeur. Ah,
Très vaste sujet. J'ai été voir un médium, il m'a dit que j'étais voyant. J'ai été voir un voyant, il m'a dit que j'étais magnétiseur. J'ai été voir un magnétiseur, il m'a dit que j'étais passeur. On m'a dit que est une formule employée par des amateurs et des personnes qui ne sont pas du tout douées dans leur domaine. D'accord? Quelqu'un qui vient te dire « je pense que tu es passeur d'âme », ça revient à ce que moi je te dise « bah tu sais quoi, je connais plus ton prénom, je sais pas, je l'ai pas noté, et bah tu sais quoi, je suis sûre que si tu sautes du 17e étage, tu sais voler ». Tu vois, c'est exactement la même chose. Si je te le dis, tu vas me dire Elisabeth, t'as déraillé, et tu aurais raison. Tu aurais raison. On ne dit pas à quelqu'un vous êtes ci ou vous êtes ça. Maintenant, si tu as posté ta photo sur Internet en demandant un ressenti, ou voilà, sur des groupes comme ça, ils font ça. Nous aussi, on le fait, mais c'est très cadré. Donc chez nous, on ne peut pas dire n'importe quoi. Mais sur d'autres groupes, j'ai souvent vu ça. Hein. Il y a une personne qui poste une photo, tu as toujours un guignol qui répond ah, t'es passeur. Mais tu te rends compte de ce que tu dis aux gens ou tu te rends compte de ta connerie à un moment donné? C'est-à-dire que Internet permet à n'importe qui d'être n'importe quoi, j'arrête pas de le dire, mais ça permet aussi de dire n'importe quoi. Déjà, si tu es réellement passeuse, ça veut dire que tu es médium, donc tu possèdes tous les outils de ta médiumnité. Ça veut dire que tu travailles avec ton guide, donc ton guide, il va te renseigner, pas ton ego, hein. Ton guide, il va t'aider, et puis tu vas voir que tu vas grandir presque naturellement. Hein. C'est comme ça, quand tu nais enfant, tu ne marches pas, après tu marches à quatre pattes, après tu apprends à te mettre debout, après tu apprends à marcher, après tu apprends à courir. Et si vraiment tu t'entraînes toute ta vie, et si vraiment tu progresses, eh ben un jour, tu deviens championne du monde de course à pied, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu une évolution. Tu peux pas dire à quelqu'un, c'est comme de dire à un enfant de 5 ans, bah toi, je sais pas si tu es au courant, mais toi un jour, eh ben, tu seras, bah, t'iras sur la Lune. Ah bah ça c'est clair, il ira sur la Lune. Hein. Et peut-être que cet enfant-là n'est pas du tout intéressé par l'astronomie, il s'en fout d'ailleurs complètement. C'est mettre une idée dans la tête de quelqu'un en lui disant, toi, t'es ça. Mais il n'en sait rien, il n'en sait rien. Et si tu vas voir de bons professionnels, si un jour tu prends cette peine-là, et je t'encourage à le faire, va voir un bon professionnel, va voir vraiment un bon médium, et explique-lui ta situation. Et lui, il va te poser des questions, il va t'envoyer dans une réflexion, et il va te faire comprendre au final que, voilà, tu vois ce que je veux dire? Moi, je reçois des gens en rendez-vous, je fais des guidances même intuitives, j'essaie de guider les gens dans leur progression, et jamais, 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 je leur ai dit, toi, tu es ça. Non. Quelqu'un qui vient me voir en me disant, je pense que, on m'a dit que, d'accord? On m'a dit que j'étais médium, ok? Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je sais pas. Bah voilà. Donc au final, il y a de fortes chances pour que tu sois pas médium. Et si t'es pas médium, ne sois pas catastrophé. Tu as certainement des capacités dans ta vie qui sont très bien. Je suis sûre que tu es quelqu'un de très bien. On a tous un talent, on a tous un don, mais on n'est pas forcément tous médiums. Ben non, mais c'est pas très grave. Hein. Et puis il se peut aussi que tu sois accompagnant, que tu sois voilà, dans l'envie d'accompagner les autres. Ça fait pas de toi un mage, un sorcier, tout ce que tu veux. Attends avant d'acheter un balai. Ok? Il se peut que tu ne sois pas vraiment Harry Potter. Ensuite, est-ce que tous les médiums sont passeurs? J'ai déjà répondu. Non, tous les médiums ne sont pas passeurs, mais tous les passeurs sont médiums. Ton débrouille chez moi. Comment les entités trouvent les passeurs d'âme? C'est une question d'énergie. Je l'ai expliqué dans une des vidéos que j'ai faites déjà. J'expliquais que les entités étaient naturellement attirées par les gens qui ont des capacités médiumniques parce qu'on dégage beaucoup plus d'énergie. Alors, pour clarifier, quand on est passeur d'âme, au niveau énergétique, on est tout en haut de l'échelle. Donc, ils se rendent bien compte qu'on est très différents et qu'on peut les aider. Donc, c'est pour ça que, en général, les âmes viennent vers les passeurs. Alors attention, une âme peut aussi venir vers quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais qui n'est pas forcément passeur. D'accord? Parce que je vois ça aussi souvent. Je dis, ah bah, je crois que j'ai entendu des voix. Ah, du coup, je suis sûre que c'est quelqu'un qui me demande de le passer dans la lumière. Non, pas du tout. Il y a plein d'explications avant d'arriver à cette déduction-là. Prenez les choses toujours étape par étape, discernement, et soyez rationnel.
Comment peut-on savoir qu'on est destiné à être passeur d'âme? Par quel procédé le devient-on? Alors, il n'y a pas d'initiation, hein. Enfin, tu peux être guidé par un autre médium, par un autre passeur, qui peut te donner les outils, qui peut t'aider à progresser. Mais en tout cas, il y a pas de formation. Attention, si vous trouvez des formations de passeur d'âme sur Internet, c'est pas vrai, ça n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas d'école. Ou alors il y a Poudlard, mais ça c'est toujours pour autre chose. Mais il n'y a pas de, il y a pas de. Alors soit tu te fais guider par quelqu'un qui a ces capacités-là et qui peut t'aider à évoluer, soit ce que tu dois devenir, tu sauras, hein. Je veux dire, si tu dois être passeur d'âme, tu seras passeur d'âme. Si tu dois pas être passeur d'âme, bah tu seras pas passeur d'âme. Si tu dois être médium, tu seras médium. Si tu dois pas être médium, tu seras pas médium. On peut pas savoir si on est destiné à. Il y a des gens, par exemple, qui vont être normaux, entre guillemets, toute leur vie, et puis à un moment donné, ils vont avoir un accident de la vie à 50 ans, ils vont vivre une expérience de mort imminente, ils vont se réveiller, ils vont être complètement différents. Bah, qu'est-ce qu'ils disaient que quand ils avaient 10 ans? Qu'est-ce qu'ils disaient qu'à 50 ans, ils auraient été complètement différents? Le hasard, qui n'existe pas. Tu vois, il faut pas. Déjà, si tu es en train de te poser cette question-là, ça veut dire que tu te demandes finalement si tu peux être passeuse ou tu vois. Le temps, la maturité, le discernement, la réflexion, la vie. La vie fera que tu deviendras, tu sais, avec le temps. Par exemple, moi je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a 5 ans, j'étais complètement différente. Il y a 10 ans, j'étais complètement différente, etc. Enfin, c'est des étapes de vie. Donc, si tu dois être, tu sauras. Est-ce que le fait de sentir, voir, entendre les âmes font de nous un passeur? Non, ça fait de toi un médium. Comment un passeur d'âme procède-t-il pour envoyer les âmes vers la lumière? Alors là, tu sais, il y a beaucoup de techniques qui sont très différentes, et là, je pense que c'est un petit peu du cas par cas. Parce que moi, personnellement, je fonctionne beaucoup par projection et par télépathie. C'est-à-dire que c'est compliqué, mais c'est que de la projection. C'est-à-dire que je, alors, c'est comme si je fabriquais un décor, en fait, hein. Je fabrique un décor et par télépathie, j'arrive à passer les âmes. Mais selon les cas, selon le niveau, selon l'expérience, selon la maturité, selon, tu vois, c'est très très différent. Il y a des personnes qui passent les âmes d'une manière différente aussi. À partir du mois de septembre, je proposerai des guidances intuitives par Skype ou par groupe vraiment de petits groupes, 4-5 personnes gros maximum. Pendant un certain temps, je mettrai en place des conférences privées sur Skype et puis ensuite des ateliers, des exercices, etc. pour réussir à progresser. Donc si tu es intéressé et que tu te sens en pleine capacité et à ce niveau-là, tu peux déjà t'inscrire en sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de place à chaque fois. Voilà. Comment sait-il que son travail a fonctionné? Ben, tu as une confirmation visuelle, tu as la confirmation énergétique, tu as la confirmation de ton guide, tu as la confirmation du guide du défunt, de l'âme que tu viens de faire passer. Tu as bien sûr des phénomènes de fatigue. Après, au niveau énergétique, toi, il faut savoir aussi comment tu te testes, comment tu sais à quel niveau tu es. Ça, c'est la connaissance, c'est notre propre connaissance. C'est-à-dire que plus tu connais ton corps, plus tu connais comment tu réagis et plus tu vas comprendre que le travail est fait. Mais en général, c'est beaucoup ton guide qui vient, d'où l'intérêt de communiquer avec son guide. C'est le guide qui vient confirmer les choses. Est-ce que les passeurs travaillent avec les lunes ou les influences astrales? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que, effectivement, c'est vrai que quand on est dans des moments où on est un peu plus fatigué, moi surtout, quand il y a des moments où je suis un petit peu fatiguée, je vais profiter des cycles lunaires pour gagner en énergie. C'est-à-dire que les cycles lunaires influencent directement les êtres vivants, ça c'est prouvé aussi, mais surtout ça me donne des regains d'énergie. C'est pour ça que je fais beaucoup d'insomnie, parce qu'au niveau vibratoire, je monte très très haut, et ça me permet en fait d'accélérer un petit peu les choses. Donc quand on a un petit coup de fatigue,
quand on est un petit peu vidé, entre guillemets, quand voilà, c'est vrai qu'on va profiter des phases astrales astrales et lunaires pour gagner en énergie. Ça, c'est vrai. C'est très important de suivre les cycles lunaires. Après, il faut bien comprendre aussi le système des cycles lunaires, parce que tu as des lunes montantes, des lunes descendantes, des lunes croissantes, etc. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne pour bien les utiliser. Mais oui, effectivement, en tout cas, moi, j'utilise beaucoup la lune. Parce que je suis quelqu'un de lunaire. Il y a des personnes qui sont sensibles aux énergies lunaires, il y a des personnes qui sont sensibles aux énergies solaires, il y a des personnes qui sont sensibles aux énergies terrestres. On est tous différents. Moi, c'est la lune. Doit-il se protéger? Évidemment. Évidemment. Sans protection, c'est un peu compliqué. C'est un peu... C'est... Je sais pas. Tu roulerais, toi, avec une Ferrari lancée à 300 km/h sans ceinture? Un peu bizarre. Moi, je me protège bien, ouais, parce que je sais que ça peut être très, très dangereux. Euh, D'ailleurs, c'était la question suivante. C'est très dangereux, ouais. Le passeur d'âme, il va falloir on va chercher, en fait, on va chercher une âme qui est coincée. Mais en général, c'est un petit peu comme si on tendait la main dans la foule, mais qu'il y a des centaines de mains qui se tendent, quoi. Le fameux bas astral, là où sont coincées en général les âmes, c'est un espèce c'est comme si tu te baladais dans un hangar en pleine nuit et il y a plein de monde qui te touche, qui te frôle, qui t'arrache, qui te tire, qui te... Voilà. Donc si t'es pas bien protégé, ben, je pense que ça peut être super dangereux. C'est pour ça que mon guide, les trois quarts du temps, il va m'expliquer comment il faut que je fasse, de quelle manière, quelle procédure. C'est lui aussi qui va me guider dans tout ça, quoi. Et qu'est-ce qui nous autorise à faire ce travail? Bah, c'est mon guide, justement, j'en parlais. Si mon guide me dit oui, j'y vais, s'il me dit non, j'y vais pas, je suis obligée d'écouter ce qu'il me dit, quoi. C'est un binôme, c'est un travail d'équipe. Donc, si lui me dit c'est trop dangereux, bah, il me dit même pas c'est trop dangereux, d'ailleurs, il me dit non. Ok. Donc, il me dit oui, j'y vais, il me dit non, j'y vais pas. Et puis parfois, je peux y aller aussi, mais bah, si j'écoute pas suffisamment mon guide, si je suis pas assez attentive, si je fais pas les choses dans l'ordre, si voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours d'être structurée dans mes progressions, parce que j'ai appris toujours à être structurée dans mes progressions. J'ai appris toujours à poser les choses dans l'ordre. Et quand vous faites des travaux comme ça, c'est essentiel. Vous pouvez pas vous jeter tête baissée en disant mais non, mais c'est facile de passer des âmes. Moi, j'ai mon permis astral, je les mets tous dans mon bus la nuit et puis je les envoie là-haut. Oui, 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 oui. Chacun sa vision des choses. Moi, je vous ai donné la mienne. Cette vidéo, j'aimerais juste faire une parenthèse qui me semble extrêmement importante concernant vraiment l'amour en général. Faites les choses toujours avec amour. Faites les choses avec conviction. Croyez en vous, ça c'est important. Ne doutez pas tout le temps de vos capacités, ne doutez pas de vos actes, ne doutez pas de tout ça. Faites les choses avec le cœur, faites-les simplement. Ne vous perdez pas. Et puis, peu importe vos travaux, que vous soyez, je ne sais pas, que vous fassiez de la radiesthésie, de la voyance, du reiki, pourquoi pas, de la médiumnité, peu importe, faites les choses toujours avec le cœur et faites les choses aussi avec gratitude. Soyez reconnaissants pour tout ce que vous offrez aux gens, parce que vous leur offrez votre aide avant tout. Vous êtes leur soutien, leur pilier, leur oreille, leur guide parfois, etc. Et ça, c'est très 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 important. Moi, je reçois beaucoup de messages de gratitude, ça me fait un bien fou. C'est ça qui booste le matin quand on se réveille, quand on a un bon message qui nous dit merci Elisabeth parce que tu m'as aidé, tu m'as permis d'avancer et tu m'as remise sur les rails parce qu'à un moment donné, je ne savais plus. Et ben, la vraie récompense, c'est ça. Ma vraie récompense, c'est ça. C'est le retour que les gens vont me faire en me disant merci. Et ça, je vous assure que si vous comprenez qu'il faut être vraiment dans l'amour des autres, dans le respect des autres, sans jugement, jamais. Je suis pas là pour juger, je me permettrai jamais de juger qui que ce soit. Je peux toujours tout entendre, tout ce qu'on vient de dire. Souvent, j'ai l'impression que les gens viennent et ils posent leur valise de soucis, de doutes, de pas bien, de tout ça. Et moi, je le fais parce que je le fais avec le cœur.
Et si vous faites les choses avec le cœur, vous verrez que les choses seront beaucoup plus fluides. Là-haut, ils se rendront compte aussi que vous faites les choses avec le cœur et la récompense ne sera que plus importante. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de partager ces vidéos sur d'autres groupes, sur d'autres forums. Comme d'habitude, je reste accessible, hein. Vous pouvez m'envoyer vos messages, je répondrai comme toujours. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.